Aujourd'hui, on va parler de Tour et de Trump. Oui, Donald Trump a financé une course cycliste. You know our wings will make you happy. Trumpy, you know our wings will fill you up. Trump, if you want a place with awesome chicken wings, yeah. Donald Trump, how the wings. On est à la fin des années 1980 et le cyclisme américain est en plein boom. Que ce soit avec Davis Phinney, premier vainqueur d'étape en ligne sur le Tour de France, et je précise étape en ligne car Greg LeMond avait remporté des contre-la-montre quelques années auparavant. Greg LeMond justement vainqueur du Tour en 1986, en 1989, désolé les fans de Laurent Fignon, et en 1990, ou Andrew Hamsteen, vainqueur du Giro en 1988. La fin des années 80 et le début des années 90 pour le cyclisme américain, c'est aussi 7-Eleven, l'équipe pionnière du cyclisme US. C'est Lance Armstrong, plus jeune champion du monde de l'histoire à Oslo en 1993. Et c'est également la médiatisation du cyclisme aux États-Unis. Donc le cyclisme va devenir un sport assez phare là-bas, puisque les victoires de Lance Armstrong sur le Tour de France les années qui suivront vont le lier d'amitié avec certains politiques, notamment George W. Bush, président des États-Unis de 2000 à 2008, ou même John Kerry, son adversaire lors des présidentielles de 2004, qui va devenir un amoureux de la grande boucle. Et pas plus tard que l'an dernier, il avait rendu visite à l'équipe Education First, une équipe américaine. Mais alors, comment Donald Trump fut-il amené à investir dans cette épreuve cycliste ? Pour ça, il faut remonter à 1987. John Tesh, alors peut-être que vous ne le connaissez pas et si vous êtes américain, vous pouvez ne pas le connaître, est un journaliste pour CBS Sports qui habituellement couvre la NBA, les triathlons Ironman ou Wimbledon. Et cette année-là, en 1987, il est amené à couvrir le Tour de France qui sera remporté par Stephen Roche. Et à son retour aux États-Unis, il tomba amoureux de la grande boucle. Il alla voir son collègue Billy Piker, un commentateur de basket NCAA, donc le basket universitaire américain, qui tomba également sous le charme de cette idée de créer une course à étapes. Piker se rendit au siège de la US Cycling, la fédération américaine de cyclisme, qui approuva complètement cette idée, et Mike Blunt, son directeur de l'époque, commença à chercher des fonds pour financer l'épreuve, sauf qu'il leur manquera $50 000. De son côté, Piker se rendit à Atlantic City afin de trouver un businessman à même de financer cette épreuve, et ce businessman ne sera autre que Donald Trump. I don't like that. Come on, get the dancers back. Trump, you know our wings will make you happy. Trumpy, you know our wings will fill you up. Trump, if you want a place with awesome chicken wings, yeah. Donald Trump, how a wings. Pourtant, Donald Trump n'était pas très chaud pour donner son nom à l'épreuve. Il avait déclaré que lorsqu'il avait entendu ce nom pour la première fois, il était tombé de son siège et avait dit à Billy Piker « Tu es fou, il faut que tu plaisantes, je vais me faire tuer dans tous les médias, il faut absolument que tu plaisantes. » La légende raconte que Trump aurait changé d'avis 20 secondes après. Pour le coup, on ne peut pas le savoir, c'est le storytelling américain, mais l'anecdote est assez amusante. Et d'ailleurs, il a refusé d'appeler cette épreuve Tour des USA ou Tour des États-Unis, parce que, je cite, « Beaucoup de coureurs ne viennent que pour le nom de l'épreuve, et je veux faire en sorte qu'elle devienne légale du Tour de France. » Et ce Tour de Trump devait avoir initialement lieu au sein de la région Mid-Atlantique des États-Unis. C'est une région extrêmement stratégique dans la mesure où c'est là que se situe l'État de Pennsylvanie, l'État de New Jersey et l'État de New York. Et qui dit New York dit gros marché. Qui dit gros marché dit partenariat plus facile à avoir, car il est beaucoup plus facile de trouver des sponsors dans des villes comme New York, Los Angeles, Boston ou Chicago que dans des villes comme Oklahoma, Minneapolis ou Memphis par exemple. Et d'ailleurs, les organisateurs avaient vu les choses en grand pour la première édition du Tour de Trump, puisqu'il fut diffusé dans 100 pays et sur les 5 continents par NBC Sports, l'un des grands médias sportifs américains avec CBS Sports, Fox Sports et ESPN. Quelques jours avant le début de l'épreuve, NBC Sports put accorder une interview à Donald Trump dans laquelle il déclarait qu'investir dans le cyclisme était un investissement dans le futur, et ça pouvait se comprendre puisque le cyclisme américain connaissait son premier plein essor. L'épreuve était également ambitieuse par son prize money qui à l'époque était de $250 000, dont $50 000 pour le vainqueur et son équipe, puisque ça représentait 20% du prize money total du Tour de France, et à l'époque, seule la Grande Boucle disposait d'un prize money supérieur au Tour de Trump. Et ce prize money, il était notamment financé par des sponsors ultra connus et ultra médiatiques comme Nike, Gatorade, BMW, parce que oui, le W en allemand se dit V, donc il faut dire BMW, Hewlett Packard et Domino's Pizza.
Mais à l'instar du Tour de France avec le Tour de France féminin, les organisateurs du Tour de Trump vont essayer de détruire les courses qui vont leur faire de l'ombre de manière directe ou indirecte. Et ce fut notamment le cas vis-à-vis du Tour de Rump. Attention, faut bien suivre. Le Tour de Rump, c'est une petite course locale aux États-Unis, mais enfin, c'est pas une course très prestigieuse. Enfin, c'est une course normale, quoi. Enfin, voilà, c'est pas une course du calendrier international. Sauf que les organisateurs du Tour de Trump, ils se sont renseignés sur eux et ils leur ont envoyé des courriers d'avocats leur demandant de changer de nom parce que le nom Tour de Rump faisait office de fausse appellation d'origine et de concurrence déloyale vis-à-vis du Tour de Trump. Les organisateurs du Tour de Rump ont répondu que non, dans la mesure où le Tour de Rump existait bien avant le Tour de Trump et que c'était un événement local et non commercial comme pouvait l'être le Tour de Trump. Et donc c'est resté sans suite. Lors de la première édition du Tour de Trump en 1989, il y eut des manifestations anti-Trump, car à l'époque, et encore aujourd'hui, Donald Trump est un personnage clivant qui fait soit l'unanimité en sa faveur ou en sa défaveur. Donc soit on l'aime, soit on le déteste. Il y eut 19 équipes d'invités, 8 professionnels et 11 amateurs. L'épreuve faisait 1350 km à peu près, répartis en 10 étapes entre la ville d'Albany et le Trump Casino d'Atlantic City. Et à la fin, c'est le Norvégien Dag Otto Lauritzen de la formation 7-Eleven qui s'était imposé sur le dernier contre-la-montre, puisque Eric van der Deyden, vainqueur de Paris-Roubaix, s'était trompé de chemin. Mais dans l'ensemble, cette épreuve, même si la mayonnaise n'a pas prié sur le long terme, cette épreuve fut une réussite puisqu'elle fut plébiscitée dans Sport Illustrated. Alors Sport Illustrated, c'est un magazine de sport américain qui parle de sport et de filles en bikini. Pour la deuxième édition de l'épreuve en 1990, les coûts d'organisation grimpèrent à 4,5 millions de dollars. Trump en apporta 750 000 et NBC Sport avait garanti une diffusion de 6 heures de direct sur l'ensemble de l'épreuve. Alors comme ça fait pas beaucoup, 6 heures de direct sur 10 étapes, mais je rappelle qu'on est aux États-Unis et que le cyclisme n'est pas un sport populaire là-bas, donc 6 heures de direct sur 10 étapes d'une course à étape, c'est quelque chose d'assez conséquent. Mais cette deuxième édition du Tour de Trump fut la dernière financée par le businessman américain. À l'époque, on rentre dans les années 90 et l'empire Trump commence à s'effondrer. Donald Trump est criblé de dettes suite à de mauvais placements financiers et donc ne peut plus financer la course. Néanmoins, elle est reprise par le groupe DuPont, qui est un énorme groupe de chimie, qui a notamment développé des matières telles que le plexiglas, le téflon, d'autres et j'en passe, qui financera l'épreuve encore 6 années supplémentaires, mais se retirera souhaitant passer à autre chose. Et il faut également savoir qu'à l'époque, le PDG du groupe, John DuPont, fut inculpé pour meurtre. Et voilà comment cette course rejoignit le cimetière des courses n'ayant pas eu le temps d'exister, alors qu'à la base elle devait être légale du Tour de France selon les dires de Donald Trump. J'ai oublié de le dire, mais Donald Trump voulait que cette course, le Tour de Trump, soit légale, voire même supérieure au Tour de France. Il avait même déclaré qu'il n'aurait jamais donné son nom s'il n'était pas convaincu que cette épreuve dépassait en prestige celui du Tour de France. Et donc voilà, cette épreuve a rejoint le cimetière des courses n'ayant pas ou peu existé, comme le Tour de Pékin plus récemment, voire le Tour du Qatar, même si lui il a une petite histoire un peu plus longue. Et voilà. Néanmoins, elle laisse derrière elle un palmarès assez fou, puisque Et d'ailleurs, c'est assez amusant de voir que Lance Armstrong a inscrit le point final sur le Tour de Trump, puisque c'est Lance Armstrong qui a popularisé le cyclisme américain, puisqu'à l'époque, il faut savoir que Greg LeMond n'était pas très populaire aux États-Unis dans la mesure où il n'appartenait pas à une équipe américaine, à la différence de Lance Armstrong qui lui courait pour l'US Postal, donc pour l'État américain, donc pour le peuple américain. Et ce Tour de Trump n'était pas un coup d'essai pour Donald Trump, puisqu'au début des années 80, il avait investi ou il avait voulu investir au sein des New Jersey Generals, une équipe universitaire ou lycéenne de football américain. Alors je ne sais pas s'il n'avait pas investi ou s'il avait investi mais que ça n'avait pas duré. Si vous connaissez l'histoire, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Dit comme ça fait vraiment putain de commentaires, mais bon, c'est pas grave. C'est également un fan d'Arsenal. Par le passé, il a failli racheter les Glasgow Rangers. En investissant dans le cyclisme, il investit dans un des sports qui incarne le plus le business, dans la mesure où de manière générale, dans les sports collectifs,
on joue pour une ville, on joue pour l'Atlético de Madrid, le Real Madrid, le FC Barcelone, Manchester United ou City. Pareil en basket, on joue pour les Rockets de Houston, enfin les Houston Rockets, mais vous avez compris, les Toronto Raptors, les Sacramento Kings, ou même au rugby, on joue pour le Stade Français Paris, le Stade Toulousain. Alors que dans le cyclisme, et plus généralement dans les sports de course, on ne court pas pour une ville, on court pour une entreprise. En F1, on peut courir pour les châssis, donc on peut courir pour Mercedes, pour Ferrari, pour Renault, mais on peut également courir pour Red Bull. Dans le cyclisme, on peut courir pour Groupama, des assurances, pour Bora, des plaques de cuisson, ou bien même en voile, on peut être un skipper pour Luna Rossa, les parfums de chez Prada. Et on se quitte avec la question du jour. Quelle est la nationalité du businessman états-unien Donald Trump? A. États-unien, B. Guatémaltèque. Vous avez 5 minutes pour répondre en commentaire et de notre côté, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez, salut! You know